Alors que les médias grand public occidentaux couvrent les attaques massives sur Kiev, ainsi que les avancées de la Russie sur les lignes de front, voici ce que M. Medinsky a déclaré dans l'émission de Rick Sanchez. En effet, notre population, nos citoyens, exigent de nous des actions beaucoup plus sévères. Il a été très difficile pour nous de nous rendre à la deuxième série de négociations, lorsque l'Ukraine, délibérément, le jour de notre départ, a fait exploser un train de passagers, causant la mort de civils et d'enfants. Est-ce là une riposte? Que se passe-t-il à Kiev? Cela fait maintenant plusieurs jours que des frappes ont lieu. Le ministère russe de la Défense affirme qu'il frappe très durement l'infrastructure de défense de Kiev en ce moment, tout en progressant sur les lignes de front. Est-ce la réponse à l'attaque à la bombe qui a eu lieu il y a quoi? Une semaine et demie. Parlez-nous de ce qui se passe. Eh bien, tout d'abord, je voudrais simplement souligner que les mots ont leur importance. Lorsque vous voyez des missiles et des bombes s'abattre sur Kiev, cela implique un manque de précision, car lorsque je sors et qu'il pleut, la pluie tombe simplement là où elle veut. Chaque munition russe frappe une cible soigneusement sélectionnée par le ministère russe de la Défense pour atteindre des objectifs précis. Ce sont des cibles qui ont une finalité militaire légitime. Par conséquent, ce sont des cibles militaires légitimes. Il n'y a rien de hasardeux dans ce que fait la Russie. Je pense que ce que nous voyons actuellement est une riposte aux attaques contre les trains. Car pour riposter à l'attaque de drones contre les bombardiers stratégiques russes, la Russie doit redéfinir la notion de dissuasion stratégique. L'Ukraine a violé cela, tout comme la Grande-Bretagne et dans une certaine mesure les États-Unis. Sergei Lavrov, dans une déclaration récente, met directement en cause les Britanniques et affirme que l'implication américaine est soit tout aussi directe, soit due à l'inertie, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans la continuité d'une politique antérieure qui n'a pas été abandonnée. C'est ce que je pense être le cas ici. Quoi qu'il en soit, les actions ukrainiennes ont violé la doctrine nucléaire publiée par la Russie en ce qui concerne une ligne rouge susceptible de déclencher une riposte nucléaire russe. Or, soit cette doctrine a un sens, soit elle n'en a pas. Je n'encourage pas la Russie à utiliser des armes nucléaires, bien au contraire. Mais la riposte russe doit être d'une ampleur et d'une intensité telle qu'elle rétablisse le concept de dissuasion. C'est-à-dire que si vous franchissez cette ligne rouge, vous en paierez le prix de façon si disproportionnée que vous n'aurez plus jamais envie de recommencer. Et je crois que ça n'est pas encore arrivé. Ce que nous voyons ici, c'est une campagne qui pourrait se dérouler sur une semaine ou plus et qui culminera, selon moi, par une frappe stratégique, pas de nature nucléaire, mais une frappe stratégique contre l'Ukraine, qui enverra un message non seulement aux Ukrainiens, en leur infligeant des souffrances atroces, mais aussi à l'Occident. Voici le prix que vos villes pourraient avoir à payer à l'avenir. Ryabkov, le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie, a récemment évoqué le fait que la Russie est sur le point de dévoiler une nouvelle génération d'armes. Il a parlé de l'expiration du traité INF, du retrait de l'Amérique de ce traité, mais la Russie avait instauré un moratoire sur le déploiement de ces armes. Mais en raison des provocations de l'Occident, la Russie va réagir. Et je pense que cette réponse ne se limitera pas à l'Oreshnik. Je crois qu'il y aura probablement au moins une, voire peut-être plusieurs autres armes de nouvelle génération à portée intermédiaire. Si l'on se penche sur l'ancienne doctrine soviétique, et il semble que les Russes s'en inspirent dans le domaine des missiles balistiques pour leurs développements actuels, des projets qui étaient en cours sous l'Union soviétique, mais qui ont été abandonnés à cause du contrôle des armements, de la fin de l'Union soviétique, ou mis en sommeil parce que la Russie n'en avait pas les moyens, ont aujourd'hui été relancés. L'Oreshnik est l'un de ces systèmes. Je pense que l'on verra un système successeur similaire à un missile développé par les Russes dans les années 1980,
appelé le Skorost. Le Skorost était une réponse directe au déploiement du Pershing II en Allemagne de l'Ouest. L'objectif du missile Skorost était que, si le Pershing II quittait sa base et se déployait sur le terrain de manière opérationnelle, le rôle du Skorost était de réagir rapidement et de frapper cette cible instantanément. Je pense que vous allez voir les Russes déployer quelque chose de similaire, car nous parlons du déploiement potentiel du système hypersonique à portée intermédiaire Dark Eagle en Europe l'année prochaine. La Russie va anticiper cela, et il se peut que nous assistions à une démonstration opérationnelle en Ukraine. Mais dans tous les cas, je ne pense pas que nous ayons encore vu la réponse à l'attaque contre l'installation nucléaire, car cette réponse doit redéfinir la notion de dissuasion, et la Russie ne l'a pas encore fait. Colonel Wilkerson, seriez-vous d'accord avec l'analyse de Scott? Et quel est votre point de vue particulier sur la situation? Oui, c'est le cas. Et j'ajouterais qu'en 2013 et 2014, lorsque nous recevions des informations des Finlandais et d'autres observateurs des manœuvres russes à l'intérieur de la Russie, via le Center for Naval Analyses et d'autres canaux, nous avons entendu l'argument, et nous l'avons nous-mêmes accepté, selon lequel les munitions de précision avaient atteint un niveau tel que, dans ce cas précis, la Russie en avait réellement peur à l'époque, car elle représentait, combinée, l'équivalent d'une attaque nucléaire. Et à ce moment-là, la Russie estimait que l'OTAN disposait d'un avantage extraordinaire en termes de quantité de munitions de précision. Ce sont des munitions conventionnelles, non nucléaires. Donc je pense que c'est un argument valable, et ce que Scott vient de dire, c'est que c'est pas seulement un argument valable. Leur stock de munitions de précision a considérablement augmenté et a encore gagné en importance grâce aux avancées technologiques, entre autres. Ils pourraient donc réaliser l'équivalent d'une frappe nucléaire de faible puissance avec des munitions de précision. C'est ce que je veux dire. Mon point plus large, ce point tactique, opérationnel, je suis d'accord avec Scott là-dessus. Mon point plus large, c'est que je pense que nous devrions voir maintenant, et j'espère que Donald Trump, à travers le prisme opaque avec lequel il regarde parfois le monde, doit comprendre qu'il est absolument indispensable pour mettre fin à cette situation. Et je ne dis pas cela parce qu'il est à la tête de l'Empire, mais parce qu'il est probablement la seule personne, et peut-être que le fait d'être à la tête de l'Empire lui donne ce pouvoir, capable de mettre fin à un niveau supérieur, si l'on veut, à la relation actuelle et d'ensemencer une nouvelle. Et ce que je veux dire par là, c'est simplement la relation entre Washington et Moscou qui l'emporte sur toutes ces questions tactiques et opérationnelles, peu importe à quel point nous pouvons déplorer les pertes humaines que cela engendre et à quel point cela rend l'Empire ridicule. Et ce que Trump doit faire, par-dessus la tête de Zelensky si nécessaire, par-dessus la tête de ses alliés européens si nécessaire, c'est établir cette nouvelle relation avec Moscou. Et s'il doit marcher avec des crampons sur la tête de Zelensky, et même sur celle de Macron, Starmer et Merkel, qu'il en soit ainsi. Cela doit primer, et cela doit, si l'on veut, éclipser tout le reste. Nous avons besoin d'une nouvelle relation entre Moscou et Washington, ne serait-ce que pour une raison existentielle. Les armes nucléaires deviennent incontrôlables. Parlez de votre réaction face à la réponse des États-Unis à tout cela. Ce conflit semble loin d'être terminé, malgré la promesse déclarée de Donald Trump de le résoudre dès que possible, même en 24 heures. Vous savez, l'une des choses que je pense que l'on peut retenir de l'extrait que vous venez de montrer, c'est que les stratégies américaines ne fonctionnent jamais contre la Russie, parce que nous ne comprenons pas la Russie. Nous créons une sorte de récit de croque-mitaine, selon lequel il ne s'agit que d'une dictature, et que tout est dirigé de haut en bas,
que la direction de la Russie se résume en réalité à un seul dictateur qui ne répond pas au peuple. Et si vous faites attention à ce que la personne interviewée a dit, il a parlé d'une indignation publique. Il semblait sous-entendre que le gouvernement russe avait été en quelque sorte acculé, notamment qu'il ne s'agissait pas d'un manque de volonté de répondre, mais qu'il avait dû réagir à cause de l'indignation publique. Or, les stratégies des néoconservateurs reposent toujours sur l'hypothèse que Poutine contrôle tout et qu'il va réagir de manière émotionnelle. Poutine est en colère, Poutine a peur, Poutine est contrarié. Les émotions d'un seul individu, par opposition à un gouvernement qui doit répondre au public. En fait, l'une des choses que l'on peut observer pendant ce conflit, ce qui me semble le suggérer, c'est que le gouvernement a agi par grande inquiétude pour son économie, pour s'assurer que la population russe ne souffre pas économiquement, que les magasins ne soient pas vides, etc., afin d'éviter un retour de bâton de la part des gens qui souffrent. Donc, ce que j'ai retenu de cet extrait en particulier, c'est que tant que nous partons du principe qu'il s'agit d'une dictature qui ne répond pas au public, nos plans et stratégies échoueront. Je pense que la seule chose que j'ajouterais, c'est ceci. Je crois que ce que nous voyons ici, c'est aussi un changement de tactique. Je pense que beaucoup de ces frappes à Kiev, alors je peux me tromper, ce n'est que mon avis, je pense que les Ukrainiens ont caché beaucoup de choses, ou placé une grande partie de leurs actifs stratégiques dans des zones urbaines, dans des zones très peuplées, profitant du fait que les Russes étaient beaucoup moins susceptibles de frapper des cibles situées dans des zones densément peuplées. Je pense que toutes les frappes à Kiev montrent que l'une des choses que font les Russes, c'est de dire « Très bien, on enlève les gants, et si vous cachez quelque chose dans une zone très peuplée, on va la frapper quand même, et advienne que pourra. » Voilà, c'est juste quelques réflexions que j'avais. Scott, vous avez soulevé un excellent point tout à l'heure sur le fait que tout cela est une réaction, notamment aux attaques contre les trains de passagers, que M. Berinsky a d'ailleurs évoqué plus tard dans l'entretien. Certains ont supposé que cette guerre, ce conflit, ou devrions-nous dire, opération militaire spéciale, comme l'appelle la Russie, évolue vers une opération de contre-terrorisme. Êtes-vous d'accord avec cela et quelles en seraient les implications? Il y a des aspects politiques et des aspects militaires à cela. Politiquement, je pense qu'il s'agit déjà d'une opération antiterroriste, car le gouvernement russe a qualifié Zelensky et le gouvernement Zelensky d'organisations terroristes, d'entités terroristes, voire de terroristes eux-mêmes. Lorsque Vladimir Poutine fait ce genre de déclaration, cela devient une politique déclaratoire. Et je pense que les implications politiques de cela sont assez claires. Et nous les avons vues se manifester dans la présentation russe à Istanbul, où les Russes ont inclus dans leurs conditions de cessation du conflit l'organisation de nouvelles élections pour remplacer le président et le Parlement par quelque chose qui reflète la volonté du peuple ukrainien. Et ce n'est qu'avec cette entité nouvellement élue que la Russie pourra enfin conclure la paix. Cela reflète le fait que la Russie considère le gouvernement ukrainien tel qu'il existe actuellement comme une entité terroriste. Je pense que cette décision a été prise sur le plan politique. Militairement, non, je ne pense pas que la Russie va passer d'une opération militaire spéciale qui a des objectifs et des buts très précis à une opération antiterroriste, ce qui est un tout autre domaine d'un point de vue militaire. Les objectifs seraient différents, etc. Actuellement, la Russie cherche à démilitariser l'Ukraine. Ce n'est pas l'objectif d'une opération antiterroriste. C'est classique. On va vous botter les fesses dans tous les sens. Et c'est exactement ce que fait la Russie. Il démilitarise à l'ancienne. Cela signifie s'approcher et détruire l'ennemi
par la puissance de feu, mais sans jamais utiliser la baïonnette. De toute façon, ils n'utilisent plus de baïonnette. Ils envoient un drone et font tout exploser. Et la Russie domine aujourd'hui le champ de bataille d'une manière qui dépasse l'imagination et la compréhension des gens ici aux États-Unis. Et la Russie n'a aucune intention de changer cela. La dénazification est un objectif politique, mais la dénazification n'est qu'une autre façon sophistiquée de parler de lutte antiterroriste. Parce que comment traite-t-on les nazis? De la même manière qu'on traite les terrorist teams. Vous les excluez de la Constitution, vous les retirez du gouvernement. Donc, cela s'est déjà produit. Mais je ne vois pas l'armée russe se réveiller soudainement et déclarer une guerre mondiale contre le terrorisme. Je pense que l'armée russe fait ce qu'elle fait. Ce que vous pourriez voir à l'avenir, c'est que cela passe d'une opération militaire spéciale à un état de guerre, surtout si l'Ukraine refuse d'effectuer les transitions politiques que la Russie exige. Si le gouvernement ukrainien continue d'insister pour exister sous sa forme actuelle, alors la Russie devra faire la guerre à ce gouvernement. De plus, lorsqu'on parle d'établir une dissuasion, je pense que, vous savez, la Russie, à un moment donné, l'une des façons de dissuader l'engagement occidental, c'est que je crois que l'Europe, l'OTAN, l'Union européenne et même les États-Unis ont exploité cette chose unique appelée opération militaire spéciale, qui est une guerre, mais pas vraiment une guerre. Je veux dire, dans quelle guerre peut-on prendre un train de la frontière polonaise jusqu'à Kiev comme bon vous semble, tout le temps? Aucune guerre dont j'ai jamais entendu parler. Si j'avais été chargé du ciblage, cette ligne de train aurait été détruite dès le premier jour. Mais il existe de nombreux exemples d'incohérence dans le ciblage, ou je dirais simplement des approches différentes que l'Occident a exploitées. Je pense que nous verrons la Russie passer à une situation de guerre, et les cibles seront différentes. Leur approche vis-à-vis de l'engagement occidental va également changer. Il y a des issues potentielles qui seront très graves, surtout si l'Europe continue de montrer qu'elle va continuer à injecter des ressources en Ukraine. C'est quelque chose que la Russie ne peut pas permettre. Soyons honnêtes, la Russie dispose actuellement, sur le terrain, de la capacité militaire nécessaire pour étendre ce conflit jusqu'au Dniepr, peut-être reprendre Kherson, avancer vers Mykolaiv, stabiliser Kharkiv et Sumy et reprendre Donetsk. Mais la Russie n'a pas actuellement la capacité de prendre Odessa. Cela nécessiterait la mobilisation de plusieurs centaines de milliers de soldats supplémentaires. La Russie n'a pas la capacité de prendre l'ensemble de Sumy, l'ensemble de Tchernihiv. Cela demanderait des ressources supplémentaires. Et pour obtenir ces ressources supplémentaires, la Russie devrait entrer dans une nouvelle phase du conflit qui, selon moi, devrait se manifester par un état de guerre. Donc, je pense que nous allons devoir en arriver là. Cela ne signifie pas que la Russie est en train de perdre. Cela signifie simplement qu'une victoire russe sera désormais redéfinie comme une victoire totale contre l'Ukraine, et non plus comme cette opération militaire spéciale. Scott a mentionné que la Russie est effectivement en train de battre l'Ukraine sur le champ de bataille, mais je suis sûr que vous l'avez vu. Je suis sûr que vous avez reçu ces commentaires. Beaucoup de gens sont très sceptiques à ce sujet. Que répondez-vous à ceux qui doutent actuellement des capacités de la Russie à mettre fin à ce conflit? Parce que, lorsque l'attaque à la bombe a eu lieu, je pense qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme, surtout du côté pro-ukrainien, à l'idée que cela allait peut-être renverser la situation. Pour revenir à ce que Scott vient de dire, je me réfère à Clausewitz et j'évoque la dynamique de la guerre et la façon dont la guerre peut changer de manière presque miraculeuse. Elle peut se transformer en cours de route, pour ainsi dire, et devenir une guerre totalement différente.
une chose entièrement différente de ce qui était envisagé lorsque la première balle a été tirée. Je vois ici cette perspective se profiler de façon très marquée. Je voudrais simplement nuancer un peu ce que Scott a dit concernant Odessa et d'éventuels gains supplémentaires de la Russie, dans l'hypothèse, et je pense que c'est possible, d'un effondrement soudain et total de l'Ukraine. Je parle d'un véritable chaos. Je parle de gens qui tournent réellement le dos et s'enfuient. Nous appelions cela dans le combat traditionnel l'exploitation. C'est à ce moment-là que vous tuez plus d'ennemis que vous ne l'aviez fait durant les mois précédant cette manœuvre. Et vous les tuez parce que vous tirez en avançant, tandis qu'eux tirent, s'ils tirent en reculant, donc vous leur tirez dans le dos. Voilà simplement la description d'un champ de bataille traditionnel où l'exploitation est en cours. Mais je pense que ce que nous voyons ici, c'est la possibilité que tout le front ukrainien, pour ainsi dire, s'effondre, presque instantanément, et que la Russie, dans un moment de surprise, se rende soudain compte qu'elle a plus d'opportunités qu'elle ne le pensait dans un sens conventionnel. Et est-ce qu'ils en profitent? C'est d'ailleurs le terme généralement employé. Est-ce qu'ils en profitent? Ou bien s'arrêtent-ils là en disant « Non, nous avons obtenu ce que nous voulions, peut-être un petit ajustement ici, un autre là, et nous allons simplement conserver ce que nous avons. » Je pense que nous sommes actuellement dans une situation pleine de cette possibilité, car les Ukrainiens sont en train de perdre de façon spectaculaire. Et si vous voulez balayer ces arguments avancés par tout le monde, de Lindsey Graham à Starmer en passant par Mers, à savoir que l'Ukraine reste sur le qui-vive, peut encore se battre, peut encore tenir, etc., il suffirait d'un coup rapide et spectaculaire pour les faire taire. C'est un moment dangereux, c'est un moment très dangereux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense, comme je l'ai déjà dit, qu'il faut vraiment déployer des efforts sérieux ici pour arrêter cela avant d'atteindre ce point et de placer les deux camps face à un véritable dilemme. L'Ukraine, un dilemme du point de vue de « c'est fini mec, c'est fini, et tu as perdu de façon spectaculaire. » Et la Russie, waouh, nous avons gagné, et nous avons gagné d'une manière dont nous n'aurions jamais rêvé. Et maintenant, comment allons-nous gérer cela? Comment allons-nous gérer cela? Nous ne voulons pas toute l'Ukraine, s'il vous plaît. Nous ne voulons pas toute l'Ukraine. Mais voilà, c'est là. Voilà, c'est là. Vous savez, j'ai tendance à penser, et j'y réfléchis depuis un moment, un peu comme l'a dit le colonel Wilkerson, que ce que fait la Russie, c'est grignoter progressivement les capacités de l'Ukraine, et que lorsque cela tombera, tout s'effondrera d'un coup. Donc il n'aurait pas... Ah, vous savez, je suis d'accord avec Scott. S'il devait se battre pour entrer à Odessa et dans ces grandes villes d'1 ou 2 millions d'habitants et les prendre une à une, ce serait, vous savez, trop coûteux en termes de pertes humaines et de matériel nécessaire, etc. Mais je pense que s'il continue à saper les capacités de l'Ukraine, un effondrement politique ou militaire, l'un ou l'autre, aurait le même effet. Je veux dire, s'il y a un effondrement politique, alors évidemment vous avez des gens qui se battent en première ligne, qui regardent par-dessus leur épaule en se demandant d'où viennent les ordres, où sont les renforts, que faisons-nous, pourquoi nous battons-nous. Donc, un effondrement politique ou militaire, selon moi, mènerait au même résultat, c'est-à-dire qu'une ville comme Odessa, etc., deviendrait pratiquement sans défense parce qu'il n'y aurait plus de véritable force militaire sur place pour dire « nous allons être réapprovisionnés, nous allons recevoir du renfort ». Il reste simplement là à se demander « que faisons-nous » Nous appelons le quartier général et personne ne répond. Et je pense que c'est là où on en arrive. Je pense qu'à ce moment-là, il y a deux choses. Premièrement, la Russie doit décider ce qu'elle veut faire, jusqu'où elle veut aller et ce qu'elle veut inscrire à son bilan.
Combien de tout cela voulons-nous devoir gérer pour nourrir les gens et réparer la situation? Et ça, c'est une chose. Je pense que l'autre aspect, c'est un point de crise pour l'OTAN, parce que les gens vont crier sur Trump. Tu dois faire quelque chose. Les Russes sont en train de percer. Mais la vraie question sera, quelles sont nos options? Nous n'avons pas un demi-million de personnes à envoyer sur la route. Nous n'avons pas les ressources pour intervenir, même si nous le voulions, pour aller jusqu'à la frontière russe. Et nous nous ferions probablement quand même écraser si nous le faisions. Donc il y aura un point de crise, je pense. Et je crois que c'est un peu ce autour de quoi nous tournons, ce point de crise, en reconnaissant que le poids de l'armée russe qui pèse sur les Ukrainiens et les capacités de l'OTAN vont finir par s'affronter. Et quand ce sera le cas, où en serons-nous? Tout d'abord, je dois simplement souligner que chaque fois que j'entre dans une conversation avec quelqu'un qui utilise le terme « je quitte », parce que c'est un certain niveau d'intellect. Et, vous savez, c'est un terme de l'armée. Je veux dire, le corps des marines aimerait chipoter, mais cela signifie « qui vit ». C'est un excellent terme. Je n'ai pas arrêté de sourire depuis que le colonel l'a utilisé, parce que je vous remercie, monsieur, d'avoir apporté ce genre de capacité intellectuelle. Ordre général numéro 1. Qui vit? Qui va là? Mais écoutez, je suis d'accord sur le concept d'effondrement. Voici mon point de vue concernant les Russes. Les Russes n'ont pas montré de tendance à s'engager dans le type de guerre d'exploitation classique à grande échelle. Et deuxièmement, nous avons les Britanniques, qui conseillent actuellement de manière très active les forces ukrainiennes sur la façon de prolonger ce conflit. Et je pense que ce que nous allons voir très bientôt, c'est que les Ukrainiens vont se replier sur la ligne du fleuve Dniepr. Et s'ils parviennent à se replier sur la ligne du Dniepr dans un minimum d'ordre, ils pourraient créer une barrière physique qu'il serait très difficile pour les Russes d'exploiter rapidement. Ensuite, s'ils peuvent s'installer derrière cette ligne, ancrés sur Odessa au sud, Kiev au nord, et peut-être Dnipropetrovsk au centre, c'est là que la Russie aurait besoin de plus de troupes si elle voulait aller plus loin. Par ailleurs, je pense que les Russes s'inquiètent d'une exploitation rapide pour gérer l'effondrement. C'est une autre préoccupation des Russes. Et c'est pour cette raison que les Russes mettent autant l'accent sur la recherche d'un minimum de stabilité politique en Ukraine. Car l'un des grands problèmes auxquels ils seront confrontés est que la guerre n'est qu'une extension de la politique par d'autres moyens. Je devais vous la faire, colonel, avec un mélange de violence. J'adore la partie violente, mais, vous savez, mes conseillers académiques me disaient toujours de ne jamais oublier que la vie ne se vit pas uniquement dans les tranchées. Mais vous savez, c'est un conflit qui se mène aussi économiquement contre l'Ukraine, et de manière très efficace. Nous venons de voir que l'Ukraine a fait défaut sur ses paiements. L'Ukraine est littéralement en faillite à l'heure où nous parlons. La lutte se déroule sur le plan social. Nous reviendrons à l'économie, du point de vue industriel en Ukraine, du point de vue de la production d'énergie. L'infrastructure économique de l'Ukraine s'effondre également en ce moment. Et avec l'effondrement de l'économie vient l'effondrement du soutien social. On assistera à un effondrement sociétal, où la population perd collectivement confiance dans le gouvernement, ce qui entraîne un effondrement politique. Et vous savez, idéalement, si vous cherchez à faire s'effondrer une société, vous exercez une pression sur ces 4 fronts. Mais si vous obtenez un effondrement total, cela crée un vide, et ce vide engendre de l'incertitude. Et ce qui ressort des discussions avec des généraux russes et des, pas tant des politiciens, mais des diplomates, à ce sujet, c'est que les Russes veulent de la prévisibilité.
Le terme que les Russes utilisent toujours, c'est « nous préférons la prévisibilité ». Cela les aide lorsqu'ils élaborent des plans. Et lorsqu'il y a un effondrement dans un vide, le chaos est la chose la plus imprévisible qui soit. Donc, je ne pense pas que les Russes cherchent à générer du chaos. Je pense qu'ils sont dans une logique d'effondrement contrôlé, c'est-à-dire qu'ils veulent créer des pressions qui pousseront les Ukrainiens à accepter davantage des résultats souhaités par les Russes. Mais lorsqu'il y a un effondrement, cela crée un potentiel imprévisible qui pourrait être préjudiciable. Donc, je ne sais pas si les Russes veulent passer à la phase d'exploitation, car cela implique le risque d'un effondrement politique. Et que se passe-t-il si un effondrement politique survient et que vous n'êtes pas prêt? Que se passe-t-il si cet effondrement politique engendre de l'incertitude en Ukraine occidentale et que soudainement Kiev s'effondre et que Lviv déclare « Nous sommes la nouvelle Ukraine occidentale ». Vous savez, une nouvelle entité. Nous créons notre propre État d'Ukraine occidentale. Les Polonais et les Ukrainiens ont discuté de cela. Zelensky a déjà évoqué avec le président polonais la création potentielle d'un État d'Ukraine occidentale qui serait politiquement et économiquement lié aux Polonais. Donc si vous avez un effondrement à Kiev et qu'il n'y a rien pour le remplacer, pour prendre le contrôle de l'ensemble de l'Ukraine, vous vous retrouvez alors avec une entité ukrainienne occidentale où des troupes polonaises interviennent et déclarent que cela ressemble à ce que la Russie a fait avec la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk, où soudainement, ces entités séparatistes ont déclaré leur indépendance. La Russie a reconnu cette indépendance, puis a mis en place un accord de sécurité collective avec elle. La Pologne pourrait facilement faire la même chose en Ukraine occidentale. Elle pourrait le faire unilatéralement. Et elle en aurait parfaitement le droit en cas d'effondrement, car la Pologne doit veiller à ses propres intérêts de sécurité nationale. Elle doit donc apporter de la stabilité à ses frontières orientales. La Russie ne veut pas que cela se produise. Elle ne veut pas que la même chose arrive dans d'autres parties de l'Ukraine. Donc, je pense que la Russie cherche plutôt un atterrissage en douceur qu'un crash brutal, ce qui signifie que cela doit être géré avec beaucoup de précautions. C'est pour cela que l'on revient à l'opération militaire spéciale. L'une des raisons pour lesquelles il s'agit d'une opération militaire spéciale, c'est qu'il y a une forte composante politique dans ce conflit, afin d'éviter ce que l'on recherche habituellement dans une guerre. Je veux dire, colonel Wilkerson, vous vous souvenez de la guerre du Golfe, lorsque l'opération Tempête du désert a commencé. Je me souviens quand j'ai ouvert l'ordre d'opération, ils l'ont sorti de son emballage scellé et boum, ils l'ont ouvert. La toute première chose qui identifiait le but et l'objectif était bien sûr la libération du Koweït. Mais pour y parvenir, il nous fallait détruire la garde républicaine, qui était le centre de gravité de la survie durable du gouvernement de Saddam. Nous allions donc renverser le gouvernement de Saddam. C'était écrit noir sur blanc dans l'ordre d'opération pour l'opération Tempête du désert. Et mon Dieu, nous avons essayé de le faire. Nous en sommes arrivés au point où nous avions encerclé la garde républicaine et nous aurions pu les éliminer. Donnez-nous 36 à 48 heures de plus et il y aurait eu 30 000 gardes irakiens morts supplémentaires et le gouvernement de Saddam se serait effondré. Mais soudain, les gens se sont rendus compte. Attendez une minute. Si Saddam s'effondre, nous avons 1,5 million d'Iraniens mobilisés à la frontière. Que se passe-t-il s'ils commencent à bouger? Et que se passe-t-il si le Kurdistan part, je devrais dire part en vrille, même si c'est au nord? Mais si le Kurdistan devient incontrôlable et que les Iraniens interviennent, que se passe-t-il si soudainement les Iraniens profitent du chaos pour faire un coup de force? Sommes-nous prêts à faire face à cela? La réponse était non.
Même si nous avions toutes ces troupes sur place, nous n'avions pas anticipé la possibilité d'un conflit prolongé avec les Iraniens. C'est pourquoi nous avons cessé de tuer des membres de la garde républicaine et avons commencé à créer les conditions de stabilité et de survie du régime de Saddam. L'exact opposé de ce que nous avions prévu au début de ce conflit. Je pense que les Russes sont plus intelligents que ça. Les Russes comprennent qu'ils doivent gérer ce conflit pour éviter un effondrement total, car le vide qui en résulterait est imprévisible. Et je reviens toujours à ceci. Les Russes aiment la prévisibilité. Et je reviendrai simplement sur le fait que le plus grand ennemi de Clausewitz est défini comme la friction de la guerre. Une fois de plus, votre scénario de gouvernement alternatif est un excellent exemple de ce qui pourrait réellement se produire. Et il existe d'autres scénarios que vous pourriez également décrire et qui impliqueraient les deux.